Pour beaucoup de gens, les mathématiques, c'est essentiellement du calcul. Mais en fait, j'aurais tendance à dire, moi, que c'est plutôt une façon de décrire le monde, un outil pour décrire le monde qui nous entoure. Au 19e siècle, il y a un mathématicien anglais qui s'appelle Edwin Abbott, qui a imaginé un univers relativement simplifié, puisque c'est l'univers dans lequel on a l'habitude de travailler en mathématiques, c'est le plan. Donc un univers qui n'a que deux dimensions. Il imagine que des êtres vivent à l'intérieur de ce plan, et il raconte tout un tas de choses sur la façon dont la société s'organise à l'intérieur de ce plan. Il y a un moment où les gens qui habitent à l'intérieur de ce plan, qu'il appelle Flatland, le plat pays, il y a un moment où les gens voient apparaître quelque chose d'un peu curieux. C'est un petit cercle qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et au bout d'un moment, il arrête de grossir et il se met à rapetisser, 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 jusqu'à disparaître complètement, quoi. Donc les gens à l'intérieur de cet univers se demandent ce qu'ils ont vu passer, ce qui s'est passé, ce qui est advenu dans leur univers, quoi, disons. Alors, si on regarde les choses, nous, de la troisième dimension, qu'on utilise pour travailler à l'intérieur du plan, on a l'habitude d'utiliser une règle, d'utiliser un compas, qui est un objet qui travaille à l'intérieur de l'espace, mais pas à l'intérieur du plan. Si on regarde, nous, comment les choses ont pu se passer, on essaye d'imaginer ce qui a pu se passer, on peut imaginer que c'est une sphère qui est passée à travers l'univers de ces gens qui vivent donc dans Flatland. Parce que si on regarde la sphère ici traversant un plan, ben, finalement, elle commence par un petit cercle, puis un cercle de plus en plus grand, de plus en plus grand, puis à un moment donné, ça s'arrête, ça recommence à devenir petit, 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 de plus en plus petit, et ça disparaît. Donc si c'est une sphère, ben, ça marche bien, c'est bien ça qu'ils ont vu passer. Et comme ils sont à l'intérieur de leur plat pays, d'un univers qui est juste un plan, ils ont du mal à imaginer cet objet qui est complètement en dehors de leur univers, dont ils ne voient que la trace d'un cercle qui grandit et qui rapetisse. Mais on aurait très bien pu imaginer que ce soit autre chose que la sphère. Il y a des tas de surfaces qui pourraient être des candidats à traverser un plan et à donner uniquement des cercles qui grandissent, qui rapetissent, etc. Par exemple, ici, on a un cône. Alors, le cône, il faudrait que ça se poursuive à l'infini, mais les fils rouges ici indiquent un petit peu comment devrait être cette surface. Donc, on a un cône, et on voit bien que si on le coupe par des plans qui sont horizontaux, ce qu'on va obtenir, c'est systématiquement des cercles comme ici. Donc, ici, la section, c'est un cercle. Et donc, c'est bien dans cette direction. Mais si au lieu de présenter le cône par rapport au plan de cette façon-là, si on coupe avec un plan vertical, par exemple, ici, alors ce qu'on va obtenir, c'est quelque chose d'un peu curieux, puisque c'est même en deux morceaux, ici. On a une première branche de l'objet qui est là, une deuxième branche qui est ici, c'est ce qu'on appelle une hyperbole, mais finalement, ça n'a plus rien à voir avec un cercle. Donc cet objet-là a traversé ce plan vertical, et pour autant, on n'obtient plus des cercles. Donc là, si on compare avec la sphère, on pouvait l'orienter n'importe comment, qu'on coupe avec des plans horizontaux ou qu'on coupe avec des plans obliques. De toute façon, on a toujours la même situation, des petits cercles qui grossissent et puis qui finalement se rapetissent pour finalement disparaître à leur tour. Alors si au lieu de couper le cône avec un plan horizontal ou avec un plan vertical, on le coupe avec un plan oblique comme ici, on traverse uniquement la partie supérieure du cône, là, et ce qu'on obtient, c'est plus un cercle, c'est une ellipse. Cette courbe fermée ici, qui est en forme de cercle un peu déformé, disons. Si au lieu de couper avec ce plan oblique, on coupe avec un plan qui est parallèle au bord du cône, ici, donc avec celui-là, ce qu'on va obtenir, c'est ce qu'on appelle une parabole, une courbe qui part à l'infini de ce côté-là et de l'autre côté aussi. Voilà, donc ça, c'est les différentes façons dont on peut traverser le plan avec un cône. C'est ce qu'on appelle des coniques dans la littérature mathématique. Alors, si on imagine que c'est un cube qui est en train de traverser le plan, ben, au départ, il n'y a rien. Quand il arrive au niveau du plan, c'est un carré. Ça reste un carré tout le temps le même. Et finalement, il disparaît. Donc, ça reste un carré pendant un petit moment et après, ça disparaît. Donc, bon, pour les habitants de Flatland, essayez d'imaginer qu'ils ont vu un cube qui est un objet donc, qui n'est pas de leur univers, simplement en regardant ce carré qui apparaît, qui reste un moment et qui disparaît.
c'est pas complètement immédiat qu'ils comprennent ce que c'est qu'un cube, quoi. Ça, c'est encore le bon cas, c'est-à-dire que le cube s'est présenté de la bonne façon par rapport au plan. S'il se présente autrement, qu'est-ce que ça peut donner? Et si finalement, quand on regarde ce que les habitants voient passer, c'est par exemple un triangle d'abord, et puis un triangle qui grossit. Et puis si ce triangle qui grossit se transforme en un hexagone, par exemple un hexagone régulier, puis qui redevient un triangle, qu'est-ce qu'on a vu passer? Est-ce qu'on peut savoir à partir de là ce qu'on a vu passer? Alors on pourrait se poser la question dans le sens inverse. Nous, on connaît des objets en 3 dimensions et on essaye de s'imaginer quelles sont les sections de cet objet. Par exemple, pour le cube, quelle est la section ici, par un plan qui est parallèle à une de ses faces? Quelle est la section? Ben, c'est un carré, ça va. Maintenant, si on regarde les sections du cube en coupant avec un plan autre, par exemple un plan de biais ici, est-ce qu'on peut savoir ce qu'on obtient? Et est-ce qu'on peut savoir imaginer de façon simple ce qu'on risque d'obtenir? Eh ben, ça dépend de l'inclinaison du plan avec lequel on coupe le cube ou de la façon dont le cube lui-même se présente par rapport au plan de Flatland, par exemple. Bien, maintenant, on imagine que le cube n'est plus parallèle au plan qu'il traverse, mais qu'il traverse en suivant la diagonale principale, la grande diagonale du cube. Alors d'abord, on va avoir un petit triangle qui va apparaître. Ce petit triangle va grossir au fur et à mesure que le cube avance. Petit à petit, il grossit, puis finalement, il se transforme en un hexagone qui carrément devient un hexagone régulier. Donc si on regarde cette disposition ici, ce qu'on va avoir, c'est effectivement à la section avec le plan un hexagone qui est carrément un hexagone régulier. Et ça, c'est la position intermédiaire, parce que quand il va continuer à sortir du plan, à traverser le plan ici, on retourne vers un hexagone qui n'est plus régulier, un grand triangle, un moyen triangle, un petit triangle, et finalement il va disparaître. Et ce qu'on a comme succession, c'est une succession de polygones qui n'a rigoureusement rien à voir avec le carré qui était tout à l'heure, pendant un petit moment, et qui disparaissait au bout d'un petit moment. Là, on a toute une variété, et pourtant c'est le même objet qu'on a vu traverser. Alors, les habitants de Flatland vivent dans un plan qui est quelque chose qui est essentiellement une surface qui a 2 dimensions. On peut se repérer dans le plan avec traditionnellement l'abscisse et l'ordonnée. Donc avec 2 coordonnées, on réussit à se repérer dans le plan. Mais le plan, n'importe quelle surface, ça peut avoir des formes assez curieuses, assez bizarres. Par exemple, la surface sur laquelle on a l'habitude de penser qu'on vit, c'est plutôt une sphère, sur laquelle c'est pareil, c'est une surface simplement. On a 2 coordonnées, la longitude et la latitude vont permettre de dire que si je suis à tel ou tel endroit, par exemple quelque part par ici, je regarde quelle est la hauteur sur ce méridien, donc la latitude, et quel est le méridien qui sert, donc la longitude. Avec 2 coordonnées, je me repère à la surface de la sphère, donc à la surface de la Terre. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si on est plutôt sur un plan ou plutôt sur une sphère? Simplement parce qu'on a 2 coordonnées, ça va être compliqué, parce qu'il y a beaucoup de surfaces, et beaucoup de surfaces sur lesquelles on peut faire les choses simplement avec 2 coordonnées. Par exemple, si on regarde ici, on a un cercle qui tourne ici, autour de l'axe vertical. Et ce cercle ici, il suffit de regarder à quelle hauteur on est ici. Donc, par exemple, j'arrive à cette hauteur-là. Je regarde quel est le cercle qui m'intéresse et j'indique à quel endroit je me situe sur le cercle, simplement avec un paramètre, comme pour la longitude ou pour la latitude. Et un seul paramètre a permis de me dire quelle était la hauteur à laquelle je me trouvais. Donc finalement, avec 2 paramètres, avec 2 nombres, avec 2 coordonnées, j'ai réussi à décrire à quel endroit je me situe sur cette surface, qui n'a rien à voir ni avec la sphère, ni avec le plan tel qu'on le voit d'habitude. Alors il y a comme ça beaucoup de surfaces qu'on peut envisager, pour lesquelles il y a toujours 2 coordonnées, mais dès qu'on n'est plus à l'intérieur du plan, on est obligé d'être dans un espace à 3 dimensions pour montrer cet objet qui est à 2 dimensions ici seulement. Il est quand même en train de vivre dans un espace à 3 dimensions, que ce soit celui-là, que ce soit celui-là, que ce soit n'importe quel objet surface à 2 dimensions. Une façon d'obtenir une surface assez amusante, c'est en faisant tourner un cercle autour d'un axe vertical. Si je fais tourner le cercle comme ça autour d'un axe vertical, je vais obtenir une espèce de boudin ici, cette chose-là, disons. Cette chose-là, c'est le cercle qui a tourné autour de cet axe ici. Le cercle a tourné ici, et puis on voit qu'il apparaît d'autres cercles. Quand on coupe avec des plans horizontaux, on va faire apparaître d'autres cercles ici.
qui vont servir, pareil, de cercle de longitude et de latitude, et qui vont permettre de décrire à quel endroit on se situe à la surface de cet objet, quoi, disons. Alors, j'ai un objet ici qui a une structure assez différente de la sphère ou de celui-là, ici. Et en fait, pour les mathématiciens, il n'y a pas une vraiment grosse différence entre cet objet-là et un objet qui serait sensiblement le même, qui aurait simplement une hernie, qui aurait un peu gonflé ici, pour finalement donner quelque chose de ce genre. Le cercle, ben, c'est plus vraiment un cercle, puisque le cercle change de taille au fur et à mesure qu'il tourne, disons. Mais finalement, on a toujours nos deux coordonnées, une qui suit une direction et une qui suit l'autre. Donc on est toujours à la surface de cet objet dans un univers à deux dimensions. Donc ici, quand on le prend de cette façon-là, si on regarde bien, on a un gros morceau avec une espèce d'anse là. Et donc, en fait, pour l'essentiel, ici, ça se passe comme si c'était une sphère sur laquelle on avait rajouté une anse. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir assez bien ici. J'ai une sphère, je rajoute cette anse-là, et je me retrouve dans la situation à peu près analogue à celle que j'avais ici, où j'ai un gros machin, qui est la sphère maintenant, et une petite anse, qui me permet de faire finalement une surface qui est la jonction des deux, la sphère et l'anse en question. Donc tout ça, ça fait un certain nombre de surfaces qui sont toujours qu'on peut toujours décrire, on peut toujours se repérer à la surface avec simplement deux coordonnées. Alors il y en a beaucoup comme ça. J'ai un axe vertical et je vais me déplacer avec une droite ici, qui monte au fur et à mesure sur l'axe vertical. Et donc une coordonnée pour décrire à quelle hauteur je me trouve par rapport à l'axe vertical, et une coordonnée pour décrire à quel niveau je me situe sur la droite. Ça me fait à nouveau deux coordonnées pour décrire tous les points, pour repérer tous les points de cette surface, qui est encore quelque chose d'assez différent des précédentes, quoi, disons. Là, on a un quadrillage qui est bien marqué. Cette surface-là, c'est ce qu'on appelle une surface de Gauss, c'est pas très important, mais c'est une surface de révolution, disons. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a un axe vertical et qui est obtenu avec des cercles qui s'empilent suivant une certaine direction. Là, la direction, c'est celle-là, disons. Mais je pourrais faire la même chose avec, en fait, n'importe quelle surface de révolution. J'ai un axe et je fais tourner autour d'un axe. Et ce que j'obtiens, c'est finalement quelque chose qui est une surface. Je me repère en fonction de l'axe et sur le cercle qui est à la hauteur correspondante. Donc à chaque fois, j'ai toujours besoin simplement de deux coordonnées pour décrire à quel endroit je me trouve sur cette surface. Maintenant, est-ce qu'on obtient tout le temps la même chose ou pas? Ben non, il y en a qui sont infinies, il y en a qui ne le sont pas. Mais dans celles qui ne sont pas infinies, ben par exemple, est-ce que je suis sûr que je vis à la surface d'une sphère comme ça? Donc on va prendre ça plutôt. Hein. Est-ce qu'on est sûr qu'on vit à la surface d'une sphère ou est-ce qu'on vit à la surface d'un tore? Comment faire pour savoir la différence? Si on imagine, dans les deux cas, que évidemment les dimensions sont beaucoup plus importantes que celles qu'on voit ici sur ces petits objets. Évidemment, ça devrait être la Terre, ça fait presque 13 000 km de diamètre, c'est quelque chose de beaucoup plus gros que ce qu'on voit ici. Et nous, on est des petites fourmis à la surface de la sphère en question, et on essaye de savoir quel est l'univers sur lequel on est. Est-ce qu'on est sur un univers qui est plat? Est-ce qu'on est sur un univers qui est comme celui-là, une sphère? Ou est-ce qu'on est éventuellement sur un univers comme celui-là, qui a une apparence assez différente, disons, de la sphère? Alors, les mathématiciens ont inventé une technique pour essayer de reconnaître la différence entre ces deux-là, pour essayer de classer un petit peu les surfaces, pour essayer de savoir, bon, ça et ça, pour eux, c'est sensiblement la même chose. Ça ne change pas grand-chose. Le fait qu'il y ait une espèce de hernie ne change pas grand-chose à la nature de la surface. Par contre, cette surface-là et celle-là, est-ce qu'il y a moyen de voir la différence entre les deux ou est-ce que c'est vraiment les mêmes? Là, a priori, on voit bien qu'il y a un trou qui ne figure pas ici. Donc, il faut trouver un moyen de le repérer, disons. Et la façon dont on s'y prend, ben, pour l'essentiel, c'est d'utiliser une espèce de corde. Les mathématiciens vont dire que c'est une courbe, mais nous, on va utiliser une ficelle. Une ficelle, je lance la ficelle à la surface, j'en garde une extrémité dans la main, je lance la ficelle à la surface, je rattrape l'autre extrémité et je regarde comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette manipulation, disons. Alors, par exemple, si je prends cette ficelle ici et que je suis situé quelque part ici sur la sphère,
Je lance la ficelle quelque part, et puis finalement, je rattrape l'extrémité, là, je tire. Et quand je vais tirer la ficelle, eh ben, elle va rester à la surface ici, mais quand je vais tirer la ficelle, je réussis à la rétracter, à la ramener complètement. Ici. Donc ça, c'est une façon de décrire la façon dont les choses se passent à la surface de la sphère. Maintenant, avec la même façon de faire, si je me place ici sur le tore et que je lance la ficelle, ben, je vais peut-être me retrouver dans cette situation-là. Dans cette situation-là, ben, la ficelle s'adapte sur la surface ici. Et puis si je tire, ben, je vais avoir, en espérant que ça reste à la surface, si je tire ici, ce que je vais avoir, c'est la même situation, c'est-à-dire de la même façon, la ficelle va se rétracter complètement et je vais réussir à la ramener complètement. Si je n'ai pas de chance, que je l'ai lancée par exemple comme ça, ici, et bien quand elle s'adapte ici, là, et que j'essaye de tirer, je tire, je tire, je tire, je tire, et ma ficelle refuse de se rétracter, elle reste coincée, elle ne réussira pas à venir dans une position plus courte que le cercle qui m'a servi à engendrer le tore tout à l'heure. Donc ici, il y a une vraie différence de nature entre les deux surfaces. Là, de temps en temps, je ne réussis pas à rétracter la corde en un seul point, alors qu'à la surface de la sphère, oui. Donc on va dire que ce qui est symptomatique ici, c'est le nombre de trous, disons. Quand je mets une anse ici, ou quand je dis qu'il y a un trou, c'est la même chose. L'anse ici me permet de créer le trou. Bon, quand j'essaye de regarder les différences entre les surfaces, une façon de les classer, disons, pour le mathématicien, c'est de regarder le nombre de trous. Donc par exemple ici, j'ai un trou, ici j'en ai pas. Si je prends deux tores comme ça et que je les mets ensemble, ben, ce que j'obtiens, c'est quelque chose qui va se retrouver à avoir deux trous. Donc ça va être un peu différent de ça, un peu différent de ça. Ça me permet de les classer. Je compte le nombre de trous ou le nombre d'anses que j'aurais rajouté. Et je peux classer comme ça les surfaces de cette façon-là. Alors si on fait l'expérience jusqu'au bout, ben, quand on regarde des objets de la vie courante, disons, ici j'ai un croissant, pour l'essentiel il n'a pas de trou. Pour l'essentiel ça se passe exactement comme une sphère. Donc pour un mathématicien, le croissant ou la sphère c'est pareil. J'ai beau chercher, il n'y a pas de trou. Par contre ici, j'ai une espèce de beignet, de couronne, qui a évidemment un trou. Un bretzel en aurait beaucoup plus. Ici, il y a un trou. Et on voit bien que ça correspond à, ici, une partie à laquelle on a rajouté une anse. Donc, bah, il suffirait de mordre dedans un bon coup et on verrait apparaître à nouveau la sphère. Sous forme de croissant d'abord, mais en fait, c'est une sphère. Alors, il y a d'autres façons de classer les surfaces et de regarder quelles sont les propriétés des surfaces que simplement le nombre de trous. Ici, on est à la surface du plan de Flatland. Et un objet qui est relativement classique, disons, c'est le triangle. Donc, si on regarde, par exemple, ici, je dessine un triangle qui a trois angles. Un deuxième, un troisième angle. Et si on ramène par découpage, par exemple, cet angle-là, il va venir se placer là. Cet angle-là va venir se placer ici. Et quand on regarde depuis la droite jusqu'à la droite, c'est ce qu'on appelle un angle plat, on a chacun des trois angles. Donc la somme de ces trois angles vaut exactement 180 degrés. Et c'est une situation qui est caractéristique du plan, donc dans lequel on a l'habitude de travailler. Les choses se passent de façon assez différente sur d'autres surfaces. Par exemple, à la surface de la Terre, à la surface d'une sphère, on va imaginer qu'ici, je suis au pôle Nord, que je suis le méridien de Greenwich, et que j'arrive à l'équateur. Le méridien, grosso modo, on va dire, le tour complet du méridien fait 40 000 km, comme l'équateur, 40 000 km de long. Donc quand je suis allé du pôle Nord jusqu'à l'équateur, j'ai quand même réussi à faire 10 000 km. Maintenant, je me déplace le long de l'équateur, à nouveau sur un quart de l'équateur. J'atteins ce qu'on appelle le méridien 90 degrés est. Et comme j'ai fait le quart de l'équateur, j'ai à nouveau fait 10 000 km. À ce moment-là, je remonte vers le pôle Nord.
en suivant le méridien local, 90 degrés est. Et je fais à nouveau un quart de méridien pour remonter jusqu'au pôle Nord. Donc j'ai fait 10 000 km ici, 10 000 km ici, 10 000 km ici. Donc j'ai une espèce de super grand triangle, puisqu'il y a quand même des côtés qui font 10 000 km de long. Mais ces 10 000 km de long, c'est exactement les mêmes sur chacun des trois côtés. Donc c'est ce qu'on appelle un triangle équilatéral. Si on était à la surface du plan ici, on sait que pour un triangle équilatéral, chacun des trois angles, c'est 60 degrés. Ici, on a dit que c'était le méridien de Greenwich, 0 degré. Le méridien 90 degrés est. 90 degrés est, ça veut dire qu'il y a un angle de 90 degrés entre les deux. Ici, entre le méridien et l'équateur, on se coupe à 90 degrés aussi. Ils sont perpendiculaires l'un à l'autre. On coupe à 90 degrés. Donc ici, on a un angle de 90 degrés. Et ici, entre le méridien et l'équateur, on est encore dans la même situation d'avoir 90 degrés. Donc j'ai un très grand triangle qui fait quand même le huitième de la surface de la Terre. J'en prends un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis la même chose en dessous. Donc j'ai quelque chose qui fait le huitième de la surface, c'est gigantesque. Et c'est clair que ce triangle-là, la somme des angles, pour lui, c'est pas 180 degrés comme sur le plan traditionnel, disons. Mais là, on est à 3 fois 90, ça fait 270 degrés. Pour être dans la même situation que ce qu'on a l'habitude, si on regarde à la surface d'une sphère, quand je dessine ici un triangle, il est tellement petit celui-là que si je mesure les angles, ce que je vais trouver, c'est à nouveau quasiment 180 degrés. Ce sera un petit peu plus, mais ce sera quasiment 180 degrés. Pour qu'on voit la différence, il faut vraiment utiliser la rotondité de la Terre, donc il faut vraiment que ce soit un grand triangle pour réussir à faire apparaître cette différence, éventuellement 270 degrés, éventuellement plus, par rapport à la situation du plan classique. Alors ça, c'est avec la surface, avec la sphère. Maintenant, on peut envisager d'autres surfaces. Par exemple, ici, on a quelque chose qu'on appellerait une pseudosphère. Alors, pour que ce soit vraiment une pseudosphère, il faudrait que je parte à l'infini, aussi bien vers le haut que vers le bas. Donc on va imaginer que c'est le cas, ça part à l'infini. Et ici, on a une surface qui est un peu curieuse. Si on regarde la façon dont on peut la matérialiser ici, on a juste la partie haute, disons. J'ai une courbure dans un sens, ici, et une courbure dans l'autre sens. Pour la sphère, j'avais la courbure dans le même sens des deux côtés, dans les deux directions. Ici, j'ai une courbure et une autre, un peu comme une selle de cheval. L'arrondi du dos du cheval, mais quand même les flancs sur lesquels je peux appuyer les jambes, quoi. Donc il y a une courbure dans un sens ici, et ici la courbure du dos du cheval. Donc j'ai la même situation que la selle de cheval. Et sur cette surface-là, qui est encore une surface de révolution, donc il suffit de savoir à quelle hauteur je me situe et où je me situe sur le cercle. Donc il me suffit de deux paramètres, c'est bien une surface, c'est bien quelque chose qui ressemble au plan. Mais là ici maintenant, quand on dessine des triangles, par exemple celui-là, ici on a grosso modo 60 degrés, ici grosso modo 30 degrés, ici à nouveau grosso modo 30 degrés. Si on fait le total, 30 plus 60, ça fait 120, ça ne fait pas 180. Donc dans cette situation ici, où on a une courbure contradictoire, là, on se retrouve avec des triangles dont la somme des angles est plus petite que 180 degrés. Pour la sphère, c'était plus grand. Pour cet objet-là, qu'on appelle une pseudosphère, c'est quelque chose de plus petit. Donc on a ici les trois modèles de géométrie. La géométrie euclidienne, celle qu'on apprend à l'école, celle qu'on travaille à l'école. Ce qu'on appelle la géométrie euclidienne, qui vient de Euclide, qui est un mathématicien grec. La géométrie à la surface de la Terre, c'est une géométrie non euclidienne. La géométrie à la surface de la pseudosphère, c'est une géométrie non euclidienne aussi. Alors on a déjà vu pas mal de choses à propos des surfaces, donc qui se décrivent avec deux coordonnées. Ici, on a une surface relativement simple, c'est un rectangle, il y a un long ruban, disons. Et d'un côté, il est tout blanc, de l'autre côté, il est écrit. Disons qu'il y a des petits ronds. La façon relativement classique de fermer le ruban, c'est de le mettre de cette façon-là, qui fait ce qu'on appelle un cylindre en mathématiques. Peu importe qu'il soit bas circulaire ou qu'il soit
de forme un peu quelconque, disons. Ici, je peux passer mon bras à l'intérieur, et ici, je suis à l'extérieur. Donc il y a deux zones de l'espace, disons. Le ruban partage en deux zones de l'espace. Et il a deux bords aussi. Un bord de ce côté-là, un bord de mon côté, et puis donc il y a une face dessous, une face dessus, par exemple. Alors maintenant, si au lieu de le mettre de cette façon-là, partant de cette situation-là, si au lieu de le raccorder directement comme ça, je fais ici un demi-tour d'abord, et qu'ensuite je raccorde. Alors à ce moment-là, j'ai mis en contact les deux faces qui étaient l'une écrite et l'autre blanche. Je les mets en contact. La face qui était à l'extérieur, la face qui était à l'intérieur sont en contact, et finalement, il ne va plus y avoir ni extérieur ni intérieur. Le bord d'un côté, le bord de l'autre côté, pareil, ont été mis en contact. Celui qui était de mon côté passe de l'autre côté. Et finalement, ils se mettent ensemble. Ça ne fait plus qu'un seul bord. Une seule face. Si je suis ici, la partie dessinée, jusqu'ici, hop, là, ici j'arrive, j'attaque la partie blanche. Et je vais me déplacer comme ça, au fur et à mesure, en suivant la partie blanche, pour revenir au point de départ. Et si je regarde pour les bords, c'est la même chose. Je pars de ce côté-là, hop, je me retrouve ici. J'ai l'impression d'avoir changé de côté, mais je suis toujours sur le même bord. Et en ayant fait tout le tour, je me retrouve au point de départ. Donc j'ai un seul bord, une seule face. Alors que si on regarde partout, en chacun des points, par exemple aux alentours de ce petit cercle, eh bien, ici, j'ai une face d'un côté, une face de l'autre. Que ce soit le cylindre ou que ce soit le ruban de Möbius, c'est pareil. C'est-à-dire que je sois dans cette situation-là ou dans celle-là, de toute façon, ici, c'est la même chose. À cet endroit-là, il y a une face dessus, une face dessous. Mais globalement, l'objet lui-même n'a plus qu'une seule face. Alors, et qu'un seul bord. Alors, il y a une manipulation qui est assez amusante à faire, mais il faut vraiment la faire. C'est-à-dire qu'il faut prendre un ticket de caisse de supermarché, par exemple, une paire de ciseaux, du scotch. On le met dans cette situation-là. Et puis une fois qu'on a fait ça, il y a deux manips intéressantes à faire. La première qui est de couper ici au milieu de la largeur, à peu près, on ne va pas demander un truc parfait, parfait. Et donc on coupe au milieu, on regarde ce que ça donne. On essaye de réfléchir d'abord à ce que ça pourrait donner, et ensuite on regarde ce que ça donne. Et puis, deuxième ruban, deuxième ticket de caisse, on fait la même manip. Et ici, au lieu de couper au milieu, on coupe au tiers. C'est plus compliqué parce que quand on est au tiers du bord, comme j'ai dit qu'il n'y avait qu'un seul bord, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais repasser ici, à un tiers du bord. Et donc, en fait, je vais passer une première fois, puis une deuxième fois ici. Donc, il faut quand même, là, être un petit peu plus précis. Parce qu'autrement, si on zigzague un tout petit peu trop, on risque une déchirure, quoi. Et c'est pareil, on essaye de réfléchir à l'avance à ce que ça va donner, et on regarde si ça marche de la façon qu'on avait prévu, quoi. Ça donne une petite curiosité à propos de ce ruban qu'on appelle le ruban de Möbius, qui est un objet à deux dimensions, disons, qu'on essaye d'expérimenter, d'observer dans un espace à trois dimensions, qui est l'espace qu'on a l'habitude de connaître, d'expérimenter. Mais en fait, il faut bien reconnaître qu'on a souvent besoin d'une quatrième dimension, qui est le temps, et que là, les choses commenceraient à devenir plus compliquées, puisqu'on se retrouverait un petit peu dans la situation des habitants de Flatland, qui essayaient d'imaginer la troisième dimension. Là, nous, on vit dans un univers à trois dimensions, et on essaye d'imaginer ce qui se passe en quatre dimensions. C'est pas sûr que ce soit pas aussi compliqué que pour les habitants de Flatland, disons.